Nous dit Flo quand on peut démarrer. Vas-y, Voilà, parle, bonsoir. Mais on t'entend pas, j'ai bien. Prêt. Et non, mais ça se trouve, il est pas Bonsoir. allumé. Ouais, tiens, voilà. Là. Ouais, ça va aller mieux là. Ah, super. Bonsoir, merci, merci aux élus d'être venus. Merci à l'assistance d'être venue aussi nombreuse de ce soir. Et avant de commencer, je voudrais passer la parole à Pierre-Jean qui nous expliquera du dispositif technique qui a été mis en place aujourd'hui. Et j'en profite pour commencer par remercier toute l'équipe qui est là. Depuis un moment, vous travaillez pour qu'on puisse retransmettre vraiment. Merci beaucoup. Tu l'as recoupé? Non, tu le mets contre le menton, j'ai pas touché. Allô? Non, ça marche pas. Ah. Ben oui, mais ça marche là. Ouais. Mais il était coupé. Non, mais je ne vais pas dire grand-chose, c'était juste pour expliquer que là, maintenant, on a des bonnes conditions techniques pour retransmettre le conseil municipal. Juste peut-être un problème de connexion Internet. Il y a 3 caméras, il y a des micros. Et je veux surtout remercier toute l'équipe d'entreprise, c'est-à-dire les associés de Florent qui sont là pour nous aider exceptionnellement ce soir. Donc, il y a Xavier, Karim, Damien, David, Florent. Puis il y a un Ajacois quand même, il y a Blaise, mon fils. Voilà, on peut commencer. Voilà donc, j'ouvre cette séance du conseil municipal. Pour l'instant, il manque Philippe, peut-être va-t-il arriver d'un moment à l'autre. Sinon... Gilbert, je pense que Philippe ne peut pas venir ce soir. D'accord. Il est en contretemps, donc c'est pour ça que je suis en train de... Philippe est excusé. D'accord. D'accord. Excusez, mais bon, c'était pas volontaire. Ok. Donc, nous avons une procuration de Mathieu Larossini pour Claude Ravairolle. Voilà, je dois, comme d'habitude, donner lecture de l'ordre du jour du conseil précédent qui était le mercredi 13 septembre 2020 à 17 h. Donc, à l'ordre du jour, nous avions amortissement sur budget, camping et assainissement, fixation des loyers et locaux communaux, fixation des frais de nettoyage des locaux communaux, fixation des tarifs camping 2021, admission des créances en non-valeur plus effacement des dettes, création et composition de la commission communale des impôts directs, exonération temporaire des droits de place des marchés dominicaux, rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLEC, constitution de la CLEC, régularisation de retenue de garantie, opération cœur de village tranche 2, choix du bureau de contrôle et études géotechniques, aménagement des abords du gouverneur, choix études sur la base de loisirs et alentours, avenant au bail civil pour l'exploitation du site de Mergieux, remboursement du trop-perçu relatif aux dons affectés à l'acquisition d'un manuscrit médiéval et d'une girouette, renouvellement adhésion à Aveyron Culture et désignation d'un représentant, acte de constitution de servitude avec Enedis, déclaration d'intention d'aliéner un bien soumis à droit de préemption urbain, frais de déplacement des élus, et enfin désignation d'un délégué à station verte. Ça n'est suivi des informations sur la rentrée scolaire, travaux à l'école, protocole sanitaire, transport et cantine, et un point sur les nouveaux dispositifs de communication mis en œuvre par la commune. Voilà, donc nous devons procéder à la signature de présence.
Voilà, le tour est terminé. Je dois vous annoncer l'ordre du jour de cette séance du 15 octobre. Donc, il est moins fourni que celui de la dernière fois. Hein. Fixation du taux de la part communale de la taxe d'aménagement, fixation des loyers et charges des locaux communaux, programme 2021 de coupe et vente de bois à l'ONF, suppression d'un poste qui engendre une modification du tableau des effectifs, demande de subvention de la SPA, accompagnement de l'ADEFPAT pour une réflexion sur le devenir du site de Mergieux, désignation d'un conseiller à chacune des commissions thématiques, à chacune des 4 commissions thématiques de la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté, formation des élus, déclaration d'intention d'aliéner des biens soumis à droit de préemption urbain, et nous devons nous mettre d'accord, tous les élus, pour ajouter un point à l'ordre du jour. Je précise que nous n'avons pas pu le mettre dans la convocation puisque l'information nous est parvenue par le TP, le trésorier payeur, une fois que nous l'avions publié. Donc, il s'agit de délibérer sur la prolongation de l'exécution du chantier du VVF tranche 2. Nous avons besoin de délibérer urgemment afin de pouvoir démarrer les travaux. Donc, là, je vous demanderai tout de suite de voter. Est-ce que vous êtes d'accord de mettre ce point, de rajouter ce point à l'ordre du jour, dans la mesure où il n'avait pas été dans l'ordre du jour précédent, mais nous vous en avons informé tous par mail, j'espère que vous avez pu le voir, mais je dois procéder au vote, donc qui est d'accord pour qu'on rajoute ce point à l'ordre du jour? Voilà, je vous remercie, nous en parlerons après. Ensuite, au niveau des informations, nous avons information sur la délocalisation et la tenue définitive des séances du conseil municipal. Communication sur de nouvelles dispositions techniques, Pierre-Jean a un peu parlé, mais nous y reviendrons. Sur l'entrée dans le capital de la SPL de l'Office du tourisme communautaire. L'adhésion au club plus beau village de France, s'agissant là de l'Aveyron. Information donc sur une prise de poste à la bibliothèque, sur l'étude sanitaire et environnementale du secteur minier du secteur de Villefranche, sur une réunion jeune que nous voulons organiser, et en fait des informations sur l'état du Covid, du moins ce que nous en savons aujourd'hui concernant notre commune. Voilà, et après la séance, après la clôture de la séance, comme chaque fois, nous aurons un débat entre les personnes dans la salle et nous-mêmes les élus. Voilà, donc je demande qui parmi les élus peut être secrétaire de séance. Laurence, je te remercie. Donc, c'est Suzanne qui va nous présenter le premier point concernant la fixation du taux de la part communale de la taxe d'aménagement. Suzanne. Tu prends l'autre, hein? Oui, je garde celui-là. Appuie sur le... Bon, alors le plus haut, le plus haut. Le compte. À fond, vers en haut. Bah oui. Vas-y. C'est bon. Oui, Oui. ça marche. D'accord. Alors, la taxe d'aménagement, pardon, au manteau. Oui. La taxe d'aménagement, eh bien, c'est un impôt local perçu par la commune, le département et la région sur toutes les opérations de construction, de reconstruction ou agrandissement de bâtiments, mais dès lors qu'elle nécessite une autorisation d'urbanisme. Alors cette taxe, la commune l'a fixée à 1% et on vous propose donc de ne pas l'augmenter. Donc si vous êtes d'accord.
Voilà, je précise que ce taux est en vigueur depuis des années. On n'a pas su retrouver depuis quand c'était à 1%. Mais bon, il s'agit de construction nouvelle ou d'aménagement genre garage ou piscine ou autre. Et bon, notre souhait, c'est de ne pas l'augmenter. Et donc, qui est d'accord pour qu'on reste au niveau de 1%, qui vote pour? Très bien, merci. Le prochain point sera présenté par Jean Régis. Il s'agit de la fixation des loyers et des charges de locaux communaux. Voilà, nous avions lors du conseil municipal du 15 septembre dernier voté pour un certain nombre de montants de loyers et nous avions reporté certains de ces montants. Et nous n'avions pas examiné l'ensemble des locaux, appartements mis à disposition. Donc ce que nous vous proposons, c'est de voter sur les montants des loyers qui n'avaient pas été prévus ou reportés. Tout d'abord, les appartements saisonniers ou occasionnels, donc ce sont des appartements qui sont loués essentiellement sur la période estivale. Vous avez la maison de la Fontaine, l'appartement 11, pour un loyer de 280 € mensuel. La maison de la Fontaine, toujours appartement 12, toujours pour un loyer de 280 € mensuel. Je vais prendre mes lunettes. La maison Véry, qui accueille un commerce, maison qui est située en face de la mairie, pour un loyer de 380 € mensuels plus 70 € de charge. Et ensuite la maison de la Portette, la charge incluse pour 320 € par mois. Est-ce qu'on fait un vote pour chaque groupe ou est-ce qu'on fait un vote général? Monsieur le maire. Moi, je propose qu'on fasse un vote général, mais à chacun la possibilité, ou chacune la possibilité de poser des questions au fur et à mesure. Sur cette première partie, est-ce qu'il y a des questions à poser? Non. Ensuite, deuxième partie, ce sont les salles et autres locaux. Ah, pardon. Non. Des salles et autres locaux. Donc, sur une annexe de la salle des fêtes, appelée salle des aînés, la proposition est de 30 € la demi-journée. Autre annexe de la salle des fêtes, la salle dite du piano, également 30 € la demi-journée. Sur la salle omnisport, la salle annexe, 50 € la demi-journée. Sur la salle du Puech Moutonnier, les vestiaires, 38 € la journée. Si des changements, pour les changements de tarifs qui pourraient être votés, je précise qu'ils ne s'appliqueront qu'au 1er janvier 2021. Pour la bibliothèque, la salle d'exposition exactement de la bibliothèque, la proposition est de 50 € la semaine. La salle du presbytère, alors il y a deux types de locations. La salle du presbytère, pour organiser une manifestation, nous proposons 60 € la journée. Et pour la salle d'exposition du presbytère, notre proposition est de 50 € la semaine. Pourquoi cette différence? Eh bien, tout simplement pour permettre le développement de manifestations culturelles et donc de mettre cette salle à disposition d'artistes. Ensuite, des loyers dont la décision avait été reportée lors de notre dernière séance. Donc, pour les salles 3 et 4, cabinet kinésithérapeute, la proposition est de 260 € plus 40 € de charge, de provision de charge, j'y reviendrai. Pour la salle 1, cabinet ostéopathe, la proposition est de 130 € plus 20 € de provision pour charge. Et pour la salle 2, cabinet infirmière, la proposition est également de 130 € plus 20 € de provision pour charge. Donc,
on reste sur le loyer initial. On a soustrait une partie de ces loyers pour correspondre aux provisions de charges, et les charges réelles seront facturées en sus, donc eau, électricité, chauffage. Donc cette provision se cumulera et sera déduite de la régularisation qui sera faite en fin d'année civile. Des questions par rapport à ces propositions? J'ai une question. Oui, Ouais, je prends une- pardon, ouais. C'est le moment d'utiliser. Non, c'est bon, je... Ah. Parce qu'on regrette d'avoir posé la question. parce que je ne sais pas la même. Par rapport au cabinet d'ostéopathe et par rapport au kiné, c'est pareil. On a vu un débat l'autre fois. Et là, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'en mettant un loyer à 130 euros, je crois, pour l'ostéopathe et 20 euros de charge, il ne faudrait pas qu'après on dise que les charges sont plus élevées et qu'après on se retrouve avec un loyer qui soit un peu plus important. Donc ça ne correspond pas à ce qu'on avait dit la première fois. Bon, après, à voir, hein, mais bon, c'est ce qu'on avait dit, c'est que ça peut être un choix politique pour garder du monde. Donc après, à voir les charges, c'est qu'elles seront. Si elles sont trop importantes, il faudra peut-être se poser la question. Oui, je précise que suite au débat que nous avons eu la dernière fois et l'ajournement de la décision, donc, moi j'ai contacté chacun des occupants de ces locaux, le kiné, l'ostéopathe et les infirmières, et qui sont d'accord avec ces mesures, d'une part, mais je préciserai aussi que un loyer à 130 euros, il est quand même bien attractif. Et les charges, je l'ai dit la dernière fois et je le maintiens, je ne conçois pas que, et pour moi il n'est pas question que les habitants de Najac payent les charges de professionnels. Donc il ne s'agit que des charges et à un moment donné, c'est tout à fait normal que les occupants, les utilisateurs les règlent. Voilà. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. On t'a répondu. Là, c'est bon. Je l'ai Oh, arrangé. en haut, Là, c'est bon. Ouais, faut- ah bon. Vers en haut, il ne faut Bon, pas le alors, toucher. ouais, en fait, tu as répondu à ma question, donc chacun est libre de s'exprimer et d'avoir une position. Donc après, les gens jugent. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, Il y a Laurence. Laurence, pardon, je ne t'avais pas vu. Oui, vous m'entendez? Ouais. Ça marche? Oui, ça m'entend. Oui, ça marche? Ouais. Oui, c'est par rapport aux salles communales. C'est juste pour dire qu'il est nécessaire là de voter quelque chose par rapport à des règlements qui doivent être faits. Donc au niveau administratif, il y a un besoin de passer une délibération pour ça. Mais il est prévu de revoir intégralement les modalités d'utilisation de ces salles, notamment pour les associations. Donc ce sera revu d'ici la fin de l'année pour appliquer un règlement et quelque chose de plus clair et de manière à écrire noir sur blanc les modalités pour que les associations puissent utiliser les salles facilement. Donc d'ici la fin de l'année en tout cas, voilà, s'il y a des demandes, on peut y répondre aussi au cas par cas. Mais là, il faut qu'on vote quand même quelque chose pour, d'un point de vue administratif, c'est pour qu'il y ait des paiements qui puissent être faits en fait. De choses qui ont déjà été réalisées cet été. Voilà. Voilà. Merci Laurence pour ces précisions. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Donc, qui est pour les tarifs tels que présentés par Jean-Régis? Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Très bien. Je vous remercie. On passe au point suivant présenté par Pierre-Jean. Il s'agit de la programmation pour 2021 de coupe et vente de bois à l'ONF. À toi, Pierre-Jean. Oui. Un peu sec. Oui, c'est juste, bon, ça concerne des parcelles
à Mergieux. Il y a une parcelle de 11 hectares de Douglas. Donc ça c'est dans le plan, enfin c'est dans le projet d'aménagement forestier qui court de 2018 à 2037. Bon là on est au tout début. Donc ce qui est prévu, c'est ce qu'ils appellent une coupe d'amélioration, c'est-à-dire une coupe d'éclaircissement sur 11 hectares de Douglas. Et après, il y a une toute petite partie de millimètres carrés de pins laricio qui apparemment ont de grosses difficultés pour pousser dans notre secteur, qui vont être carrément rasés pour être remplacés par autre chose. Donc la moitié, on prend une délibération pour savoir si on accepte que la coupe soit faite, qu'on délègue à l'ONF d'aller marteler les arbres, c'est-à-dire les marquer, pour qu'après qu'il y ait une vente du bois aux enchères. Donc le résultat de cette vente, bon, il y a environ, enfin c'est une estimation, hein, parce qu'ils sont plusieurs techniciens à venir marquer les arbres, il y a une estimation d'environ 680 mètres cubes de bois. Après, le technicien m'a dit que ça pouvait représenter entre 19 000 et 20 000 euros de vente, sachant que la moitié de ce prix sert à rembourser la dette qu'on a sur le Fonds forestier national, qui a permis les plantations, et l'ONF a droit à 10% pour payer ses frais. Voilà, donc on demande à voter si on est OK pour faire cette coupe d'amélioration, c'est-à-dire d'éclaircissement. Pardon. Ah, j'ai pas les effectifs, désolé. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions? Donc, S'il y a une question, Jean-Régis. J'arrive vite. Oui, simplement, pas une question, mais une remarque. J'aimerais que lors des replantations que va faire l'ONF, il soit prévu une variété, une grande variété d'essences, qu'on évite les résineux, qu'on reparte qu'on parte maintenant vers ce qui se fait, c'est-à-dire qu'on plante de multi-essences. Ça permet déjà une bonne régénération de la forêt, et surtout ça évite les incendies, et ça rend à nos paysages leur nature. Oui, alors je suis un peu triste de dire, Jean-Régis, que vu l'évolution du climat, on ne sait pas du tout à quoi ressemblera le boisement d'ici 30 ans. Donc c'est sûr que l'ONF réfléchit là-dessus. Bon, le Douglas, bon, ils sont en train de l'abandonner, ils parlent plutôt de planter du cèdre, tu vois, par exemple. Ouais. Et d'après les études qui sont faites pour l'instant, le chêne, qui est notre paysage, est amené à disparaître sur nos régions, quoi. Enfin voilà. Bon, après, tout peut changer, ça dépend de ce que nous allons faire, nous, en tant que citoyens. Tu veux que je désinfecte? J'ai le mien. Je suis prêt. On fait peur à Nicolas. Hein. Excusez-moi. Voilà, donc, s'il n'y a plus de questions, je mets au vote. Donc, qui est d'accord pour faire procéder à ces coupes telles que présentées par Pierre-Jean? Voilà, je vous remercie. Le prochain point est présenté par Alain, suppression d'un poste. Alors, ça concerne la suppression d'un poste de catégorie A et simultanément le non-renouvellement de CDD à la maison du gouverneur. Cette année a été 2020, qui n'est pas finie, mais a été assez difficile pour la maison du gouverneur, compte tenu de la Covid. Alors, pour ne pas vous faire crouler sous les chiffres, je vais vous donner le nombre de visiteurs en 2019. C'était 6350. Et en 2020, 2708. Voilà. Je vais rappeler aussi le déficit de fonctionnement 2019, qui a atteint la somme de 94
582,75 €. Dans ces conditions, il me semble important maintenant de réduire les coûts de la maison du gouverneur et SIAP, parce qu'on ne peut pas, la commune ne peut pas seule assumer tous ces déficits qui s'accumulent année après année. Donc, je propose donc la suppression du poste de catégorie A et le non-renouvellement du CDD au 31/12. Sachant que la maison du gouverneur et le SIAP vont continuer à vivre. La preuve en est, c'est qu'il y a des projets. Il y a la conférence sur la châtaigne de Christian-Pierre Bedel le vendredi 31 octobre. Il y a une animation le 31 octobre. Il y a la nuit des musées le 14 novembre. Il y aura des animations autour le vendredi 11 décembre. Donc, l'équipe municipale entend assumer la charge, mais veut réduire les coûts. Est-ce que quelqu'un, Jean-Régis? Oui, juste une précision. C'est bon. Alain, faut préciser quand même que le poste de catégorie A, c'est le poste de directeur. Voilà, je pense pas que ça a été précisé. Et que voilà, c'est une décision lourde, mais qui sera compensée par une montée en puissance des autres salariés. Alors, je dirais que les autres salariés, pour l'instant, il restera une salariée qui est à 80%, mais il est évident que la saison touristique sera assumée et assurée. Et d'autre part, à l'occasion des Pays d'art et d'histoire, j'ai eu l'occasion de rencontrer les maires des Bastides pour les informer de la situation difficile de la maison du gouverneur à Najac. Je leur ai rappelé que, de toute façon ils le savent, que la maison du gouverneur et le SIAP font la promotion de toutes les Bastides du Rouergue et qu'il me semblait important maintenant que toutes les Bastides participent au financement du SIAP et de la maison du gouverneur. Oui, ce sera dur, mais je pense qu'il faudra arriver là pour que la seule commune de Najac ne porte pas toute seule les frais de fonctionnement. On voit la difficulté les années précédentes, et c'est pas de gaieté de cœur si on doit prendre cette décision de suppression du poste par le biais du non-renouvellement d'un contrat qui arrive, CDD qui arrive à terme. Mais à un moment donné, il faut prendre des mesures concrètes. On ne résoudra pas tout le déficit par la suppression de ce poste, c'est clair, mais le but, c'est de le diminuer fortement pour les prochaines années. Voilà, donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? Non, juste, je reviens juste sur ce que tu disais, sur le fait que, voilà, c'est super délicat et super dur, même si on a bien compris, voilà, tout ce que tu as dit, Alain, mais voilà, voter une suppression de poste, c'est toujours, c'est pas quelque chose qu'on aime faire, quoi, de toute façon. Et voilà, c'est pas anodin non plus, et c'est pas agréable, voilà, même si j'entends et je comprends parfaitement tout le problème que représente la maison du gouverneur dans son ensemble, quoi. Ouais, ce n'est pas agréable non plus pour Gilbert et moi qui avons reçu le directeur de la maison du gouverneur et du SIAP pour l'informer de la possibilité de suppression de poste, parce que je rappelle ici que le conseil municipal est souverain, et donc voilà, nous voulions le recevoir avant même que la diffusion de l'ordre du jour du conseil municipal. Il y a Rémi qui veut parler. Rémi? Oui, non, mais c'est bon. Je vous dis, oui, c'est sûr qu'une suppression de poste, c'est pas forcément le top. Mais quand tu es à 94 000 € de déficit, je pense qu'il faut faire quelque chose, quoi. On voit
que d'année en année, la maison du gouverneur, mais de moins en moins de visites. Donc je pense qu'il va falloir étudier un projet là-dessus pour que quand même redonner vie à ce bâtiment. C'est autre chose que ce qui se passe actuellement dedans. Claude. C'est bon, c'est marche. Ouais, alors c'est un sujet que je ne connais pas spécialement, donc je vais peut-être m'abstenir pour voter. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que avec ce qu'on est en train de faire de Bourg-Centre, et quand on voit, comment dirais-je, les touristes qui sont à Jacques, et quand on se compare à d'autres villages, je pense qu'on a sûrement des choses à faire pour faire venir les gens à Jacques. Et il faut peut-être inventer de nouveaux procédés ou de nouvelles choses pour qu'on incite les gens à venir en Jacques et faire peut-être un coup de pub. Voilà. Et donc, la maison du gouverneur et le château, ça peut peut-être aussi, il y a quelque chose à faire de façon que ça fonctionne ensemble. Donc, la maison du gouverneur, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens, 20 000 personnes quand on va au château qui sont, je ne sais pas combien à passer, 30 000. C'est même pas 20 000, c'est 2000 visiteurs. Enfin, 2000 visiteurs à la maison du gouverneur et 30 000 au château. On ne comprend pas pourquoi ils ne s'arrêtent pas. Et il y a peut-être quelque chose à faire aussi de peut-être mutualiser, enfin j'ai réfléchi, mais de mutualiser un ticket, le château, maison du gouverneur aussi. Après on avait aussi évoqué la possibilité d'avoir une petite voiturette qui puisse aussi transporter les gens, pour faire un coup de communication. Je pense qu'il y aurait des choses à faire pour essayer de refaire connaître un Jacques et de faire venir les gens à Jacques pour redynamiser un petit peu tout ça. Après, la suppression du poste, ça je ne sais pas. Bon, s'il y a un déficit, c'est vrai qu'il y a peut-être un déficit avec le Covid, tout ça, ça n'a pas aidé. Et peut-être que ce déficit, il y sera de par le futur, peut-être aussi. Mais voilà, aujourd'hui, moi, j'ai du mal à répondre. Alors, en ce qui concerne le ticket, il y avait un ticket qui était prévu, qui incluait à la fois la forteresse, la maison du gouverneur et une visite de Najac par l'Office de tourisme. Et étant donné qu'il y a eu la Covid 2019 et non pas 2019, donc ça a complètement bouleversé la donne. Donc ce ticket commun n'a pas existé cette année à cause de ça. Voilà. Mais après, ce qui est sûr, c'est qu'il faut viser dans l'avenir. Et l'avenir, donc, il y a tout un tas de réflexions qui sont menées par les uns et par les autres. Et j'espère que ça va permettre de redynamiser un petit peu Saint-Najac en tant que tourisme. C'est pour ça que, voilà, la suppression d'un poste, c'est peut-être nécessaire, je ne sais pas trop. Mais il fera bien des gens aussi pour réfléchir par rapport aux touristes, par rapport au tourisme et peut-être aussi les accueillir. Et après, bon, peut-être que c'est une bonne chose, je ne sais pas, voilà. Mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la maison du gouverneur et le SIAP changent, puisqu'avant, il n'y avait pas d'animation, les animations se terminaient à la Toussaint. Là, il y a d'autres animations qui vont poursuivre, et non seulement en novembre, mais aussi en décembre, en janvier, et tout le long de l'année, de façon à ce qu'il y ait qu'on parle de la maison du gouverneur et du SIAP. Oui, l'important, comme l'a dit Alain, c'est de voir comment on va rebondir, relancer cette activité tout en restant dans le domaine du SIAP qui nous est imposé, surtout au regard des financements qu'a amené la DRAC pour faire ce bâtiment et pour faire cette réalisation. Mais déjà en relançant les animations, en relançant la communication, il faut qu'on arrive à ce que les gens, non seulement ils passent devant la maison du gouverneur, mais qu'ils y rentrent, et pas seulement l'été parce qu'il y a la clim, mais tout le restant de l'année, et surtout en nombre. Voilà, c'est ça l'objectif, et je crois qu'on va être tous d'accord là-dessus. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je mets au vote donc la suppression du poste. Alors, qui est pour? Le non-renouvellement de CDD. Suppression du poste et non-renouvellement du CDD. Qui est contre? Qui s'abstient? D'accord. Et je précise que
cette décision va engendrer une modification du tableau des effectifs, bien entendu, au niveau de la municipalité. Autre point à l'ordre du jour, nous avions une demande de subvention formulée par la SPA pour l'année 2021. Ce que je vous propose, c'est de ne pas donner suite à cette demande de subvention. Pourquoi? Parce que dès cette année 2020, et c'est une nouveauté en AJAC, il a été donné 1000 € de subvention à la SPA, en fait à l'association Chat Libre, l'association locale qui gère la divulgation de chats sur Najac, à l'association Chat Libre, donc via la SPA. Donc on peut considérer que c'est déjà un bel effort et un effort suffisant concernant la subvention à cette association, qui est une très belle association et bien entendu très utile, mais nous faisons déjà un effort qui nous paraît important. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour ne pas aller au-delà de la subvention actuelle et de ne pas donner de nouvelles subventions à la SPA? Qui est d'accord là-dessus? D'accord, je vous remercie. Le prochain point concerne l'accompagnement par la DEFPAT pour une réflexion du site de Mergieux et va être présenté par Suzanne. Oui, alors, la DEFPAT. Alors, la DEFPAT, c'est une association qui organise et développe la coopération autour des porteurs de projets, stimule et fait naître des projets portés par les acteurs, des élus et des habitants. Donc, la DEFPAT nous propose l'accompagnement sur mesure pour définir un projet sur le site de Mergieux, dans le développement local en fonction des besoins, en regroupant des élus et des acteurs locaux et en organisant des séances de réflexion. Et ce serait environ une dizaine de séances, donc qui s'échelonneraient sur 10 à 12 mois. Et oui, c'est un peu long, mais au bout, on aura une feuille de route et on aura un projet bien défini pour Mergieux. Alors, c'est pas tout à fait gratuit, mais cette association quand même est en lien avec le département, la région, la communauté de communes aussi du Grand Villefranchois, enfin de l'Ouest Aveyron, pardon. Donc je pense que les financements, enfin l'étude sera financée en partie par la région et il resterait une part à peu près de 1 500 € pour la commune. Donc je pense que c'est quand même une somme faible vu l'aide qu'ils pourront nous apporter sur ce projet. Donc Est-ce qu'il y a des questions? La Régis? Non, c'est pas une question, c'est une contribution, une fois de plus. D'abord, la DEFPAT est un organisme qui a pignon sur rue dans le département. C'est cet organisme qui conduit l'ensemble des réflexions sur le développement, qu'il soit touristique ou autre. Donc, c'est des gens qui ont, et depuis très longtemps, d'abord une bonne connaissance du milieu, de notre environnement, une bonne connaissance des flux touristiques et autres, puisque on va réfléchir sur ce projet dans un cadre qui ne sera pas forcément seulement un cadre touristique, et ça c'est important. Et je crois qu'on a besoin absolument
quelqu'un, enfin d'un organisme qui nous aide à réfléchir, parce qu'on a chacun des idées sur l'avenir de Mergeux. On sait qu'il faut supprimer cette friche touristique, la supprimer dans le sens abandon, et de se dire qu'elle a un avenir, mais on a besoin d'un organisme qui nous aide à réfléchir et qui fasse ressortir les idées. Et puis, comme l'a dit Suzanne, c'est une réflexion à laquelle sont associés les citoyens qui le voudront, et donc elle pourra être évolutive dans le temps, et les 12 mois peuvent paraître un petit peu longs, mais bon, c'est ce qu'il faut, je crois, pour bien caler notre projet, sachant que dans cette attente, le site n'a pas été laissé à l'abandon, il a été loué en 2020, je crois qu'il le sera en 2021, donc le site continue à vivre, mais aujourd'hui c'est une activité extrêmement balbutiante, donc je crois qu'il faut vraiment soutenir cette démarche à DEFPAT. C'est clair que par rapport à la réflexion engagée, il est absolument nécessaire de revenir auprès de la population pour demander le point de vue et les idées de chacun. Et je crois que la DEFPAT travaille effectivement comme ça, et ça me paraît intéressant de le faire. Rémi ? Moi, je suis d'accord avec vous sur ces idées de repenser Mergeux, etc. Mais je pense que les Najacois et les Najacoises savent ce qu'a coûté déjà votre vacances. Et il ne faudrait pas qu'on reporte quand même sur les mêmes principes, et sur des choses qui nous coûtent quand même très très cher. Parce que bon, c'est bien d'avoir plusieurs sites, d'avoir plusieurs machins, etc. Mais ça coûte énormément d'argent. Donc est-ce que la commune est prête à assumer tout ça? Voilà. C'est mes seules interrogations que j'ai dessus. Après, j'attendrai les avis de toute la population. Enfin voilà, mais bon, je trouve que ça coûte. On a quand même pas mal de sites qui nous coûtent énormément d'argent. Donc après, à voir qu'est-ce que. Justement, je pense que la recherche avec la DEFPAT sera pour que ce ne soit pas un projet coûteux pour la commune et peut-être pas du tout un projet touristique. Donc, bon, moi j'ai grande confiance et on aura bien besoin d'un an pour définir ensemble tout ça, tout à fait. Sur le fond, je suis d'accord avec toi. Si je peux permettre juste une réponse, quand Rémi, tu dis ce qu'a coûté Valvacances, regarde le rapport Valvacances, comme tu dis. Ça a été la locomotive économique de la commune pendant plus de 30 ans. J'en ai été un des acteurs, donc je sais ce qu'il en est. Ça a coûté très peu aux Najacois en direct, et ça a rapporté, ça a fait vivre l'économie najacoise. Donc je ne défends pas un tout tourisme, sûrement pas, mais il faut se dire qu'il y a eu une contribution, premier employeur, premier client de beaucoup de structures locales. Je crois qu'il faut aussi voir les deux côtés, la médaille. Donc je te réponds, Jean-Régis, je suis d'accord avec toi sur tes années quand tu étais à votre vacances, mais aujourd'hui, tout ce qu'il y a à refaire à votre vacances, ça n'a plus le même budget. Parce que là aujourd'hui, tu peux prendre les comptes, on est à combien à votre vacances en travaux? En 5 ans, on a combien a coûté votre vacances? Enfin, combien coûte votre vacances de travaux? Aujourd'hui, le loyer que paye VVF, puisque c'est VVF maintenant, le loyer que paye le VVF couvre la quasi-intégralité des travaux. Hein. Donc, aujourd'hui, les gens de VVF viennent plus mais à Najac comme ils venaient à ton époque. Non, voilà, si tu veux, on aura ce débat chiffré, mais je crois qu'il faut aussi entendre ça. Excuse-moi, Claude. Je te désaffecte. Ouais, c'est vrai que, comme dit Rémi, on fait quelques rejets parce que Valvacances, c'est vrai qu'ils ont remboursé un emprunt, mais j'espère qu'ils ne feront pas faillite avant la fin de remboursement. C'est vrai qu'avec l'histoire du Covid et le tourisme qui risque de changer un peu, bon voilà, j'espère que ça va tenir jusqu'au bout tout ça. Pour en revenir à Mergeux, c'est qu'il y a une vraie réflexion à mener. Bon, si ça va durer un an, il y a une dizaine de réunions.
Mais ce serait bien que les élus qui auraient été élus pour gérer le village, on soit intégrés à cette réflexion. Il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui viennent de je ne sais pas trop d'où et qui nous sortent une idée d'Herve Château. C'est ce qu'elle a présenté, Suzanne. Ouais, mais ce sera les élus. Ben oui, D'accord, t'as bon. que. Oui, vas-y, je précise. Ouais, parce que la commission, ça peut être les élus. Elle n'est pas encore constituée. D'accord. Ok, mais bon, je maintiens ce que je dis. Oui, alors juste, je te donne une précision. Effectivement, c'est un groupe environ, il faudra constituer le groupe parce qu'il n'est pas constitué. Donc d'élus. Il marche pas. D'élus et puis d'autres personnes. Mais ces personnes-là, quand elles vont s'engager à participer à ces commissions, il faudra être présent du début jusqu'à la fin. Donc c'est ce qu'on demandera aux personnes qui seront intéressées. Et donc il y aura des élus et des personnes de la commune. Mais s'ils s'engagent au début, il faut s'engager jusqu'au bout. Au nombre de 15 maximum. Oui, Ça, 15 voilà. Maximum, enfin bon, voilà. Une quinzaine de personnes. Voilà, une quinzaine de personnes. De temps. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, tu leur dis. Ouais, faut y voir. Oui, non. Oui, non. C'était pour préciser, Il y a- c'était en 2 temps. Ah, là, 2 temps oui, de réflexion. mais- Oui, c'est vrai. D'abord, on va définir un projet. Donc, sur les 10 séances, ça peut être en 2 temps. D'abord, définir un projet. Et une fois que le projet sera bien défini, après, il faudra travailler sur le projet. Voilà. Et ça peut, les personnes éventuellement pourront changer, peut-être pas les élus, mais les personnes de l'extérieur. Une fois que le projet aura été choisi, on pourra peut-être intégrer d'autres personnes. Voilà. C'est bon. C'est bon? C'est tout ça? C'est génial. C'est bon. Tu peux poser le micro. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ou précisions? Donc, je me vois qui est pour le lancement de cette étude, par la DEFPAT. Voilà. Ben, je vous remercie. Maintenant, Nicolas, il n'a encore rien dit. C'est donc lui qui va nous. Attends. Gilbert, t'as pas Gilbert. demandé qui s'abstient. Qui est contre et qui s'abstient? Non, il n'y avait pas l'unanimité, pardon. Non, excusez-moi. Excusez-moi. C'est noté. Excusez-moi, Rémi. Donc, Nicolas va nous présenter la désignation d'un conseiller à chacune des 4 commissions thématiques et comités restants. Il a séché un peu. Oui. C'est pas toi qui peux le faire. Merci, monsieur le maire. Alors, lors du conseil communautaire du 24 septembre dernier, ont été créées 4 commissions thématiques, ainsi que 5 comités restreints. Les commissions thématiques sont les suivantes. Cadre de vie pour la première, développement économique, emploi, tourisme, enseignement supérieur pour la seconde, cohésion sociale, jeunesse, culture et sport pour la troisième, aménagement et transition écologique pour la quatrième. Les commissions thématiques sont composées des vice-présidents et des conseillers communautaires délégués concernés, auxquels s'ajouteront un représentant par commune. La communauté de Najac peut désigner donc un conseiller municipal pour siéger à chacune de ces commissions pour lesquelles le président et le vice-président en charge des finances seront conviés. S'agissant des comités restreints, donc on retrouve les thématiques suivantes. Cadre de vie pour la première, pour la seconde, développement économique toujours, emploi, tourisme, enseignement supérieur. Pour la troisième, toujours cohésion sociale, jeunesse, culture et sport. La quatrième, aménagement et transition écologique. Et enfin, finances. Les comités restreints sont limités à 12 membres, qui sont soit vice-présidents, soit conseillers communautaires délégués concernés. Donc le conseil municipal de Najac peut désigner par conséquent Madame Suzanne Deléris, si elle le souhaite, pour représenter la commune de Najac dans l'un des comités. Il est à noter que le comité finance, il est à noter qu'il est déjà constitué
par délibération communautaire du 24 septembre 2020. Peut-être que je vais relaisser la parole à Monsieur le maire pour voir commission par commission et savoir s'il y a des personnes qui veulent se représenter. Attends. Voilà, donc nous avions, lors d'une précédente réunion, nous avions ensemble proposé des noms que je vais rappeler. Alors, je voudrais préciser, la commission cadre de vie, ça correspond à quoi? Elle va traiter des déchets, la collecte, les déchetteries, la prévention et la diminution des déchets aussi, l'infrastructure, le patrimoine bâti, la voirie, les travaux, et enfin les réseaux, le SPAN, donc l'assainissement et la cartographie des réseaux. Pour cette commission cadre de vie, il est proposé Pierre-Jean Bartheil. La deuxième commission, développement économique, emploi, tourisme, enseignement supérieur, voilà, tout est dit dans l'énoncé. Il est proposé Jean-Régis Vignier. La troisième commission, cohésion sociale, jeunesse, culture et sport, Natacha Clouzet. Et la quatrième commission, aménagement et transition écologique, qui comprend tout ce qui est autorisation d'urbanisme, la signalisation, le PLUI, les énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie. C'est moi-même qui suis proposé. Et donc, comme l'a dit Nicolas, pardon, au développement économique, emploi et enseignement supérieur, là, donc, sur la commission restreinte qui est composée que des élus, nous proposons Suzanne Deléris, qui est quatrième vice-présidente de la communauté de communes et en charge du tourisme. Donc, elle doit siéger, j'allais dire, de droit à cette commission, mais nous devons l'acter aussi, si j'ai bien compris, lors de ce conseil. Donc, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des propositions différentes à faire? Donc, je mets aux voix qui est favorable aux propositions que j'ai énoncées pour chacune de ces quatre commissions, plus la commission restreinte. Qui est favorable? Là, je crois qu'on est tous. Je vous remercie. Le point suivant concerne la formation des élus et je laisse la parole à Laurence. Ça doit marcher. Oui. Donc c'est une délibération qui concerne la formation des élus. C'est une obligation pour les conseils municipaux de délibérer, alors théoriquement dans les 3 mois suivant leur renouvellement, sur l'exercice du droit à la formation de leurs membres. Et donc ce qu'il faut voir par rapport à ça, c'est qu'il faut voter un crédit à allouer pour couvrir les dépenses de formation des élus. Ces dépenses de formation, donc, qui peuvent être, il faut décider d'un taux par rapport au montant total d'une indemnité de fonction. Ce taux minimal est de 2%. Et c'est pour financer donc des formations qui sont obligatoires pour les élus qui ont une délégation durant la première année du mandat.
Et ces formations doivent se faire auprès d'organismes agréés, sachant qu'en Aveyron, il y a un organisme agréé, qui est l'ADM12, et qui propose des formations sur Rodez ou sur Millau. Gilbert a prévu d'aller à une formation en octobre. Là. Alain aussi. Alain aussi. Il y en a une sur la voirie qui serait pour Pierre-Jean Bartheil aussi dans l'année. Bon voilà, en fait il n'y en a pas sur tout, enfin, il n'y en a pas énormément non plus, mais en tout cas dès que c'est possible, on essaye de se tenir informés et de faire en sorte que tous les élus y ont droit, et en tout cas pour les élus qui ont une délégation, c'est une obligation dans la première année de faire une formation dans la mesure du possible en lien avec ses compétences. Et donc on doit voter en fait un pourcentage qui correspond donc à au moins 2% du montant total des indemnités pour allouer aux frais de formation. Sachant que les formations de la DM12 sont gratuites, mais qu'il peut y avoir aussi des frais de transport, etc. Donc en fait la délibération porte essentiellement sur le fait qu'on se conforme à nos obligations et que l'on réponde aux demandes de formation des élus lorsqu'il y en a, et qu'on prévoit donc 2% du montant total, ce qui représente, je ne vais pas chercher très haut, je ne sais plus, c'était je crois 630, C'est ça. 630 euros pour l'année. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes pour valider ce taux de 2% pour réserver ce montant, du coup, pour l'année 2020, là, ce sera à revoir pour 2021 éventuellement, ou à laisser comme ça en l'état, et ça se reproduira. Donc, voter ce taux de 2% pour les actions de formation. Laurence, je voudrais préciser que la formation sur si elle est obligatoire pour les élus présidents des délégations, elle est bien entendu fortement recommandée pour les autres et bien nécessaire aussi dans la mesure où tous ici, tout le monde travaille, et donc il ne faut surtout pas s'en priver ou en faire l'impasse. C'est évident, mais il fallait que ce soit dit. Et ça comprend aussi l'autorisation pour les salariés, l'autorisation de santé pour suivre des formations. En fait. Pour les élus salariés. Oui. Pour les élus qui sont salariés, d'accord. Ouais. Donc, qui est favorable à ce taux de 2% tel que présenté par Laurence? Mais voilà, je vous remercie. Merci Laurence pour ces explications. Nicolas va nous parler des déclarations d'intention d'aliéner, s'il te plaît, qui reviennent à chaque fois, mais bon, notre village est attractif et il y a des transactions, c'est bien. Merci monsieur le maire. Alors je passe bien le micro, j'ai le professeur. Alors ce mois-ci, à cette séance, il y a 2 déclarations d'intention d'aliéner qui vous sont proposées au vote, à savoir si vous voulez exercer ou non le droit de préemption urbain de la commune. Le premier est en rapport avec un bien au 68 place du Faubourg. Je pense que je vous ai envoyé l'extrait cadastral du moins. Alors, on en a parlé par rapport au nom des vendeurs et des acquéreurs potentiels. C'est peut-être pas utile de les donner. Donc la maison donc, au 68 place du Faubourg. Superficie totale du bien, je vais quand même donner quelques éléments. Donc de 4 arts à 97 centiares, et le prix de vente se situe à 230 000 €. Voici pour la première. La seconde se situe aux 2 rue Haute Alphonse de Poitiers.
Donc là encore, je vais taire le nom des vendeurs et acquéreurs. Le bien se situe à un montant de 185 000 €. Je redonne le micro à monsieur le maire pour qu'il puisse procéder au vote. Ça, c'est cool. Oui, voilà, donc selon vos réactions aux commentaires, nous avons prévu nous ne souhaitons pas préempter sur ces bâtiments. Donc, puisque ce sont des maisons individuelles, certes grandes pour celles du Faubourg, c'est la plus grande sur laquelle il y a une belle illumination de Najac, qu'on voit bien en montant le Bariou. Et donc, est-ce que quelqu'un a des commentaires par rapport à ça ou des questions? Donc, je vous propose de passer au vote sur la décision de ne pas préempter. Ok, je vous remercie. Et donc, comme vous m'en avez donné l'autorisation en début de séance, je passe au point suivant qui n'était pas inscrit à l'ordre du jour, mais il concerne les travaux du village VVF. Je vous rappelle que les travaux du programme de requalification du village de vacances Puech-Moutonnier relatifs à la tranche 2 ne sont pas achevés. La reprise du chantier devant intervenir au cours de la semaine prochaine, la semaine 43, il convient pour le Conseil ce soir de se prononcer d'une part sur la prolongation globale de la durée d'exécution pour tous les lots de travaux et d'autre part sur son accord quant à la validation lors du prochain Conseil municipal des avenants en plus-value. Je m'explique. Concernant la durée d'exécution du chantier, je rappelle que cette tranche a souffert de plusieurs interruptions de chantier. Suite à la phase de désamiantage qui a immobilisé les autres corps de métier, il a fallu par la suite interrompre les travaux en raison des saisons touristiques successives. Enfin, en 2020, la période de confinement et ensuite de réquisition du village de vacances par les services de l'État pour cause de Covid ont fini de perturber le planning. Pour toutes ces raisons, et afin que les pièces du marché soient cohérentes et recevables par le Trésor public lors des prochains règlements, je vous propose de prendre cette délibération afin d'approuver une prolongation de la durée d'exécution du chantier jusqu'au 31 mars 2020, pour ensuite rapidement démarrer la saison touristique. Cette décision sera matérialisée par la rédaction d'un avenant élaboré par l'architecte. Toutes les entreprises concernées par la reprise du chantier seront ainsi autorisées à intervenir en fonction du planning élaboré par l'architecte et de l'avenant, tous deux joints en annexe à la présente délibération. Pour être complet, je précise qu'une réunion de concertation a eu lieu le 25 septembre dernier. Cette réunion a été menée par les adjoints Sylane Deléris et Pierre-Jean Marteil. Elle avait pour but de valider le calendrier de reprise et faire un point sur la situation financière quant au surcoût de cette tranche de travaux. La réunion s'est déroulée en présence de l'architecte, M. Boyer, en charge de la maîtrise d'œuvre, et de M. Faillant, directeur du VVF, ainsi que je crois qu'il y avait 7 ou 8 entreprises. Ces dernières devaient préalablement à cette réunion produire un mémoire financier précisant le montant des avenants en plus-value liés aux travaux supplémentaires, ainsi qu'à l'actualisation des prix du marché initialement signés en 2017. Sur le principe, la réévaluation financière des marchés a été validée,
précisant que les avenants seraient entérinés par délibération lors du prochain conseil municipal d'octobre, donc celui-ci, à condition que nous puissions disposer de tous les éléments s'y afférents. Aujourd'hui, on ne dispose pas de toutes les pièces juridiques du marché relatives à cet avenant, et je vous propose de prononcer votre accord de principe sur ces plus-values, mais d'en reporter le vote au conseil municipal de novembre. Toutes les pièces nécessaires seront alors présentées et les avenants proposés à l'approbation du conseil, donc le mois prochain. Mais ceci étant, et afin de ne pas bloquer le chantier, je vous propose d'adopter cette délibération, c'est-à-dire de permettre le démarrage du chantier jusqu'au 31 mars 2021. Voilà, j'espère, j'ai voulu essayer d'être au maximum complet. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. Et est-ce que vous avez des questions ou des précisions à rajouter? L'important pour nous, c'est de passer cette délibération pour permettre aux entreprises donc d'intervenir dès la semaine prochaine sur le chantier. Voilà, je pense que on va voir. Donc je mets cette proposition aux voix, qui est pour donc approuver cette délibération, qui est pour approuver la délibération de démarrage du chantier. Voilà, ben, je vous remercie. Voilà, nous avons fini l'ordre du jour concernant les sujets présentés au vote. Nous en sommes maintenant au stade des informations. Donc, nous avons été saisis à la fin du mois de septembre d'un courrier de la préfecture qui nous permettait de tenir définitivement les séances de conseil municipal en dehors de la salle de conseil municipal, à un autre lieu que la salle de conseil municipal traditionnelle qui se situe en mairie. Le Code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune.